Dans un livre consacré aux fées Morgane, Viviane, Mélusine et Ondine, la spécialiste de la légende arthurienne et de la mythologie celtique, Claudine Glo, écrit que la transmission, cette trahison si fidèle, part sans cesse de nouvelles couleurs le monde des enchantements. Qu'une époque manque à s'immerger dans le trésor des contes à rêver debout, que par excès de raison elle omette d'élire parmi tous les possibles les songes qui la transcenderaient, alors elle apparaîtra comme tristement plate, bassement fonctionnelle et dénuée des vibrations de la vie. Mon invitée d'aujourd'hui connaît bien les contes à rêver debout dont parle Claudine Glo, puisqu'elle est spécialiste des réécritures et des adaptations des textes arthuriens et médiévaux dans les albums pour enfants. On en parle tout de suite. Bonjour Hélène Cordier. Bonjour. Vous êtes assistante diplômée à la section de français dans la filière médiévale de la faculté des lettres de l'UNIL et vous étudiez les livres pour enfants publiés en français en 2000 et 2020, dont les sources sont des textes écrits au Moyen-Âge, c'est bien ça ? Oui, c'est exact. Alors, tout un programme, et donc vous vous intéressez notamment à la façon dont ce patrimoine littéraire se transforme ou est transformé par les auteurs et les autrices qui se le réapproprient et qui décident de le revisiter. Est-ce que, comme Claudine Glo, vous envisagez la transmission ou l'adaptation d'une histoire comme une forme de trahison fidèle ? Oui, absolument. C'est vraiment une expression que j'aime beaucoup et qui est un peu provocatrice. Parce que la notion de trahison met en lumière justement ces changements qui ont été opérés dans les textes par rapport aux sources. On pourrait penser de prime abord que si on ne restitue pas le texte de manière fidèle, en prenant des libertés, on dénature le texte ou on manque de respect à l'auteur. Mais si on ne modifie pas ces textes-là en fonction des goûts du public ou de ses capacités de lecture ou en fonction de l'époque, ces textes ne toucheront qu'un nombre infime de spécialistes qui arrivent encore à lire le français, l'ancien français ou le moyen français. Donc, cette forme de trahison, finalement, elle est nécessaire pour que les textes continuent à perdurer aujourd'hui. Par ailleurs, penser la réécriture d'un texte médiéval comme une trahison, c'est assez paradoxal parce que la pratique d'écriture au Moyen-Âge, elle est faite de réécriture. La propriété intellectuelle, les droits d'auteur sont des notions qui sont résolument modernes. Et donc, les auteurs du Moyen-Âge, dans l'acte d'écriture, ne procédaient pas à une fuite vers l'avant comme aujourd'hui pour essayer de faire de l'original pour l'original. Pour faire du neuf, ils regardaient vers l'arrière, ils prenaient des éléments qui leur plaisaient, des topos, ils les retravaillaient, on faisait du neuf avec de l'ancien finalement. Donc ils récupéraient une matière préexistante et la remaniaient, et en cela, je pense que les auteurs de jeunesse qui réécrivent des textes médiévaux ont parfaitement compris la pratique d'écriture médiévale et perpétuent celle-ci avec une certaine fidélité finalement. Mais ça va un peu à l'encontre finalement de la façon dont on envisage les auteurs aujourd'hui, non ? Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, on a plutôt cette tendance à penser au génie individuel. Au Moyen-Âge, juste la notion d'auteur n'existait pas encore en tant que telle. Mais ça a tendance à changer un petit peu aujourd'hui encore avec de l'écriture collaborative, notamment en littérature de jeunesse, où il n'y a pas qu'un auteur, il y a aussi un illustrateur, un éditeur, un graphiste ou peut-être un traducteur aussi. Et donc sur ces questions, on va y revenir notamment sur la question des illustrations. Moi, je me demandais, avant d'aller dans cette direction, depuis quand, pour autant que ce soit possible de dater cette pratique, depuis quand est-ce que la littérature médiévale fait l'objet de réécriture dans la littérature pour enfants ? Alors, tout d'abord, c'est intéressant de constater que les premiers textes médiévaux retravaillés pour les enfants sont des textes qui racontent les histoires des chevaliers. Et ceci émerge plus ou moins au XIXe siècle, en même temps qu'émerge la littérature de jeunesse en tant que telle. Une littérature qui est pensée pour un public particulier, c'est pas avant le XIXe siècle. Avant, on trouve aussi des récits, mais pas pensés spécifiquement pour les enfants. On trouve des récits sur la table ronde en Angleterre, et en France, c'est plutôt la chanson de geste sur Roland, par exemple. Des chevaliers qui sont tout d'abord des héros nationaux, qui font figure de modèle pour les jeunes lecteurs. Et ces réécritures sont surtout d'abord des traductions simplifiées, puis progressivement, la réécriture devient de plus en plus inventive. Les légendes arthuriennes arrivent également dans le domaine francophone, et c'est surtout les romans de Chrétien de Troyes qui feront l'objet d'adaptations. Et vous connaissez tous le Merlin l'Enchanteur de Disney en 1963 qui a donné vraiment un coup d'envoi aux légendes arthuriennes un peu partout dans le monde, qui a vraiment popularisé ces légendes-là et qui a installé durablement quelques figures arthuriennes dans le panorama de la littérature jeunesse ou du monde de la jeunesse. Et qu'est-ce qui se passe en fait tout à coup au 19e pour qu'on
qu'on commence à écrire des textes spécifiquement destinés à des enfants? C'est simplement l'émergence de la psychologie enfantine. Et à ce moment-là, on se dit, ah tiens, peut-être que les versions philologiques un peu austères, c'est pas vraiment un objet qui est facile d'accès pour un enfant. Et puis, une industrie se met en place à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de couvrir la période 2000-2020 ? Est-ce que les textes arthuriens ou médiévaux sont davantage présents dans la littérature pour enfants contemporaine qu'il y a quelques années ? Alors, pas tellement plus présent. Déjà, le siècle passé, le Moyen-Âge était un sujet de prédilection en littérature de jeunesse, qu'il s'agisse d'adaptations de textes médiévaux ou juste d'une histoire avec un fond, un décor médiéval. Mais par contre, ces 20 dernières années, l'édition de jeunesse s'est beaucoup développée, notamment dans la technique, et c'est peut-être cette période où l'on observe le plus d'évolutions, les évolutions les plus importantes sur le corpus des réécritures pour la jeunesse. Et entre les textes écrits au Moyen-Âge et les albums des années 2000-2010, quels sont les grands changements ou les évolutions notables que vous avez pu identifier ? J'imagine que les traits de caractère de certains personnages ou que certaines préoccupations qui pourraient être propres à une époque diffèrent d'un ouvrage à l'autre. Oui, totalement. Mais la première chose qu'on remarque quand on travaille sur un corpus étendu, c'est la diversité des pratiques de réécriture des textes médiévaux. Lorsqu'on pense en patrimoine, on s'imagine à quelque chose qui est figé ou relativement stable, qui perdure dans le temps. Or, le patrimoine littéraire, lui, est complètement mobile, ce qui n'est pas sans rappeler la matière originelle du Moyen-Âge qui était reprise et retravaillée. Donc, au niveau des évolutions, sur le plan des contenus, le spectre des possibilités est assez large. On peut trouver des choses qui sont très proches des sources ou qui actualisent toujours en accord et en dialogue avec les sources, ou alors des détournements complets, une utilisation en rebours d'un personnage, par exemple. Si on prend l'exemple de Lancelot, qui au Moyen-Âge est le meilleur chevalier du monde, dans les réécritures, on peut trouver un Lancelot enfant, un peu gringalet, un peu chétif, qui est pas très habile, mais qui a toujours un très grand courage et une très grande volonté. Donc on trouve toujours des liens à faire avec la matière médiévale, mais parfois les personnages sont pris à rebours, peut-être pour les rapprocher de l'enfant. Le meilleur chevalier du monde, c'est un modèle peut-être un peu compliqué, une identification un peu compliquée à opérer. Un enfant tout à fait normal qui s'entraîne pour devenir chevalier a peut-être de plus fortes chances d'intéresser les enfants. Le matériel iconographique est peut-être ce qui frappe le plus dans sa diversité, même si au fond l'histoire est toujours peu ou prou la même. L'illustration, elle, est toujours différente. On trouve des styles très variés. Ça peut aller d'une esthétique de la fantaisie à la John O, jusqu'à un style plus impressionniste ou un style naïf, de la caricature. Et puis aussi, au niveau des techniques, on a beaucoup de choses différentes. Au niveau, par exemple, des aquarelles avec des couleurs un peu transparentes qui font penser à la féerie, ou de la gouache avec des couleurs déjà plus saturées, plus marquées. Des images de synthèse faites à l'ordinateur ou à la tablette. On trouve aussi de la linogravure, donc des techniques très différentes qui changent complètement la tonalité du récit, même si l'histoire en elle-même reste plus ou moins la même à chaque ouvrage. Le décalage qui est opéré par le matériel iconographique renouvelle en fait la vision de cette histoire. Et puis peut-être ce qui change énormément, c'est sur le plan formel. On imagine bien que le type de modifications qui peuvent être opérées, d'abord par la langue, on passe de l'ancien ou du moyen français au français moderne, donc il y a déjà un gros travail là-dessus. Et puis le passage quasi systématique de la versification à la prose, ou encore évidemment la réduction de la longueur des textes. On ne va pas remettre un cycle en prose qui fait des centaines et des centaines de pages. Il va falloir condensser la matière, choisir les épisodes les plus importants ou les plus pertinents pour le jeune lectorat. Vous avez mentionné les illustrations. Est-ce que les textes médiévaux étaient eux aussi parfois illustrés ? Alors oui, tout à fait. Certains manuscrits sont enluminés. On propose également des illustrations de passages ou de personnages importants, que ce soit Arthur qui retire l'épée du perron, ou l'enlèvement de Lancelot par la Dame du Lac, ou encore les chevaliers autour de la table ronde. Certaines enluminures font office d'inspiration pour l'imagerie moderne, mais les illustrateurs s'affranchissent souvent des sources pour proposer un matériel qui correspond à la culture et à l'identité visuelle actuelle. Et donc, quel rôle jouent ces images dans la compréhension de l'histoire dans les livres pour enfants contemporains ?
Alors, il reste dans l'imaginaire collectif l'idée que l'image dans le livre pour enfants, c'est une béquille. Parce que voilà, je travaille sur des livres pour des très jeunes lecteurs, parfois qui ne savent pas encore lire. Et puis l'image, on a cette impression qu'elle sert à mieux faire comprendre le texte. Alors, évidemment, il y a un petit peu de cela, mais c'est quand même très réducteur. Dans les objets qu'on appelle les albums, l'image joue toujours un rôle extrêmement important. D'abord parce qu'il s'agit du matériel qui est le plus présent sur la page. Il y a plus d'images que de textes, et parce qu'elle est un canal de communication à part entière. Si on retire l'image, la compréhension de l'histoire est mise en péril. En fait, si je schématise un peu, dans le livre illustré, l'image est une illustration, comme son nom l'indique. Elle illustre le texte ou elle redit ce que dit le texte. Tandis que dans l'album, il n'y a pas forcément cette superposition. Le matériel iconographique va nourrir et interagir avec le texte, et c'est un moyen de communication à part entière. Donc la dynamique de lecture, elle est un peu différente. Donc le destinataire doit constamment faire l'aller-retour entre l'image et le texte. Il doit constamment être en train d'interpréter. Donc il y a un rôle beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer dans ce type d'objet. Vous vous intéressez un peu au dispositif de lecture de ce genre d'ouvrage, parce que tout de suite je me dis, mais ça veut dire que si vous vous intéressez à des lecteurs qui en fait n'en sont pas puisqu'ils ne savent pas encore lire, ça implique que ce soit une histoire qui leur soit lue par un parent ou un frère ou une sœur. Et donc, ça implique aussi d'être proche l'un de l'autre pour que les enfants puissent voir les illustrations. Alors absolument, mais il y a différents types de dispositifs. Ça commence à partir du format du livre. Si c'est un tout petit format, évidemment, il faudra une lecture rapprochée, une lecture intimiste. Si c'est des grands albums qui, une fois ouverts, sont plus grands qu'un format A2, ça permet une lecture collective en classe, etc. Mais effectivement, il y a une grande interaction également dans le partage qui est fait entre l'adulte médiateur et l'enfant, qui rappelle peut-être aussi un petit peu les formes de récitation au Moyen-Âge, où un récitant racontait l'histoire à un public qui ne savait pas forcément lire aussi. Et donc, dans les albums que vous étudiez, est-ce que l'image véhicule quelque chose des textes médiévaux ? Oui, alors pas toujours, mais si elle aide à comprendre l'histoire, elle est aussi partie prenante de la réécriture elle-même. On peut retrouver dans les illustrations modernes des motifs et des symboles provenant directement des textes médiévaux qui ont été retranchés du texte, parce qu'il y a un principe de condensation, on ne peut pas tout dire dans le texte, mais ça a été simplement décalé dans l'image. On pourra retrouver par exemple l'écu à 3 bandes rouges de Lancelot, ou les habits mal taillés de Perceval lorsqu'il quitte sa forêt natale, ou encore la couleur étrange de l'armure du chevalier Vermeil. Ce sont tous des symboles qui sont importants dans l'arc narratif, mais qui ne peuvent pas être développés textuellement, mais qui sont tout de même intégrés par un autre biais. Alors, en préparant cet entretien, vous me disiez qu'il y avait beaucoup de textes médiévalisants dans la littérature jeunesse. Qu'est-ce que c'est un texte médiévalisant ? Alors, l'adjectif médiévalisant dénote la subjectivité dans la représentation du Moyen-Âge. Celui-ci s'appuiera sur un imaginaire post-médiéval, nourri entre autres par des traits légendaires, des stéréotypes, des fantasmes qui sont produits par une société donnée. Donc l'adjectif médiévalisant peut évoluer dans le temps. Ce que nous, on considère comme étant le Moyen-Âge n'était pas forcément ce qui était considéré le Moyen-Âge au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. Quand on pense au Moyen-Âge, on pense aujourd'hui au château fort, aux chevaliers, aux souverains, une période un peu éclatante comme ça, ou au contraire à une époque barbare, violente, aux rues sales, frappée constamment par un ton de cochon. Enfin bref, il s'agit d'une représentation du Moyen-Âge, d'un décor et pas d'un Moyen-Âge factuel, historique ou authentique. Quand vous dites que c'est pas authentique, ça veut dire que donc, c'est le fruit d'un certain imaginaire. Et donc moi, ça me fait tout de suite penser, par exemple, à Kaamelott d'Alexandre Astier ou à des séries comme Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Donc ça, on pourrait dire que c'est des objets culturels médiévalisants, en quelque sorte. Et donc, comment est-ce que tous ces objets participent à redéfinir la façon dont on perçoit le médiéval aujourd'hui ? Au fond, dans ce type de production, le Moyen-Âge est moins perçu comme une époque que comme un espace. La chercheuse Cécile Boulard, qui est spécialiste de la littérature de jeunesse et qui a travaillé sur le Moyen-Âge dans les livres pour enfants, parle d'un Moyen-Âge pays. Ce serait plutôt un ailleurs qui est suffisamment lointain de notre quotidien pour qu'il nous fasse rêver, mais c'est un peu comme un pays exotique. Mais c'est quand même un temps ou un monde suffisamment proche du nôtre pour qu'on puisse s'y inscrire. Donc c'est plus un ailleurs qu'un autrefois.
Avant de commencer votre doctorat, vous avez fait une formation d'enseignante à la HEP Béjune et vous avez eu l'occasion de constater qu'il y a assez peu de littérature médiévale qui est étudiée au secondaire 1. J'imagine peut-être que ça peut paraître un peu impressionnant de s'attaquer avec des jeunes élèves à un texte écrit en vieux français. Oui, alors dans le plan d'études roman, il n'y a pas d'indication sur quel texte lire ou de quelle époque. Les conseils touchent plutôt les catégories génériques, alors théâtre, poésie, roman, conte, récits fantastiques, etc. Et l'avantage avec les textes médiévaux, c'est qu'on pourrait presque en trouver pour chaque catégorie. Enfin, je dis presque, hein, pas tous. Mais c'est vrai que c'est une littérature qui peut faire peur, ne serait-ce que pour sa langue, mais peut-être aussi parce qu'elle pourrait être considérée comme ne touchant plus vraiment les préoccupations du lectorat actuel. Pourtant, il y a des récits à dimension mythique qui ne sont pas si poussiéreux, et si on regarde d'un peu plus près, par exemple, si on prend le conte du Graal, où Perceval, un jeune homme totalement inexpérimenté, étranger des usages de la cour, souhaite devenir chevalier tout en commettant de nombreuses erreurs. C'est une sorte de roman de formation, finalement, où un jeune devient adulte, une thématique qui pourrait encore intéresser aujourd'hui de jeunes élèves. Et comment est-ce que vous pourriez aborder un texte qui met en scène, par exemple, la figure de Perceval en classe ? Alors, pour entrer dans le texte médiéval, surtout dans les textes arthuriens où il existe aujourd'hui une multitude de matériel, il est possible de multiplier les entrées pour faciliter l'appropriation du texte. À côté d'un texte traduit classique, qui serait une lecture suivie en classe, l'enseignant pourrait proposer un extrait du texte médiéval, pourquoi pas, qui peut être lu à haute voix. L'élève, comme ça, peut-être découvrirait le fait que c'est une langue différente, que l'écriture est en vers et pas en prose, ce qui a l'avantage, en fait, de mettre en exergue certains éléments qu'on ne verrait pas dans le texte en prose. Dans les rimes, les mots qui riment sont les plus importants. Donc peut-être que l'élève verrait plus facilement les liens à faire, les éléments symboliques ou les éléments importants du texte. C'est aussi l'occasion de découvrir la langue ancienne. Mais aussi, on peut travailler avec d'autres supports, des extraits de romans graphiques, par exemple, qui seraient projetés en classe, où l'image, comme on disait tout à l'heure, langage à part entière, peut aider à entrer dans une analyse tout aussi fine que celle consacrée au texte. Parce que par l'image, on peut révéler des éléments symboliques qui n'apparaissent pas de prime abord dans le texte. Aussi des élèves qui auraient un peu plus de peine ou qui n'aiment pas lire, peut-être ça pourrait les intéresser un petit peu plus. C'est une autre manière de les intéresser au matériel écrit. Il existe aussi des films, des séries, enfin bref, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de diversifier les portes d'entrée pour apprivoiser le texte médiéval, car chaque nouvelle réécriture met en exergue un aspect du Perceval médiéval. Et d'ailleurs, c'est également une occasion pour aborder les pratiques de l'écriture médiévale qui sont multiples. Il y a une autre figure qui est récurrente dans la littérature de jeunesse, c'est celle de Merlin, que vous avez mentionnée tout à l'heure en parlant notamment de la version des studios Disney. Moi, c'est aussi cette version-là qui m'est immédiatement venue en tête. Et vous avez consacré votre mémoire de master à Merlin. Pourquoi est-ce que Merlin, c'est une figure qui a traversé le temps et comment est-ce qu'elle s'est transformée ? Alors, Merlin a toujours été une figure au fort pouvoir d'attraction en raison de son ambiguïté, déjà au Moyen-Âge. Il est le fils du diable, mais il a été l'instrument de Dieu. Il inspire à la fois la crainte, le respect, la fascination et la répulsion. Déjà, à ce moment-là, c'est quelque chose, c'est une figure qui force l'attention. Aussi, lorsqu'il utilise ses pouvoirs d'une manière que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de machiavélique, au fond, la fin justifie les moyens, même si ces moyens ne sont pas toujours très chrétiens. Et ce qui continue à fasciner aujourd'hui, c'est l'aspect fantastique et la magie, et ça, c'est pas uniquement chez les enfants. Avec le film de Disney, ainsi que le succès de la saga Harry Potter, la figure de l'enchanteur ou du mage, elle s'est vraiment durablement installée dans l'imaginaire collectif. Dans les réécritures, c'est précisément la pratique de la magie qui est mise en avant. La figure du prophète, par exemple, est reléguée au second plan, voire complètement laissée de côté. Et cette évolution elle est principalement due à la laïcisation de l'édition pour la jeunesse. S'il y a bien un vernis de chrétienté dans les textes, c'est plus du tout une perspective qui intéresse aujourd'hui, donc elle est plutôt laissée de côté. Et ce qui est actualisé, c'est les pouvoirs magiques, notamment les métamorphoses qui ont beaucoup inspiré les créateurs Disney et T.H. White, qui est la source de ce film. Oui, il y a une sorte de scène absolument incroyable entre Madame Mime et Merlin, dont moi je me souvenais
hyper bien, qui m'avait vraiment marqué enfant, où ils vont tous les deux se transformer en différents animaux jusqu'au moment où elle se transforme en dragon et lui il se transforme en microbe et puis que c'est comme ça qu'il va réussir à la terrasser. Oui, absolument. C'est vraiment c'est une très belle scène et qui est amusante à voir d'un point de vue de médiéviste parce que la métamorphose au Moyen-Âge est l'apanage du diable parce qu'on modifie notre apparence, ce que Dieu a créé. Donc, de modifier son apparence, c'est, pour schématiser, l'apanage du diable. Or, dans les réécritures modernes, par exemple dans le Merlin de Disney, c'est d'abord une source d'amusement, mais aussi un pouvoir bénéfique pour les personnages, qui amène à des fins heureuses. Aujourd'hui, c'est avec ça que l'on s'amuse. On s'amuse des extravagances de la métamorphose. Là où ça gênait au Moyen-Âge, ce n'est plus du tout le cas maintenant. Donc, on voit cette évolution au niveau de l'utilisation de la magie. Et je disais tout à l'heure que Harry Potter a marqué la galerie de portraits de personnages de sorciers. C'est aussi le cas pour Merlin. Dans certaines réécritures, par exemple, il n'est plus un démiurge comme au Moyen-Âge, mais une sorte d'apprenti sorcier qui peut se tromper et provoquer des catastrophes, car la magie n'est pas innée chez lui, c'est une sorte d'apprentissage. Donc c'est une manière de rendre Merlin un petit peu plus humain, un petit peu plus proche du lecteur, qui lui aussi est en cours d'apprentissage et peut commettre des erreurs. Une autre tendance est également de l'associer à la figure du druide dans un esprit un tout petit peu plus New Age ou folklorique. On trouve pas mal de réécritures assez récentes sur la question du climat et de l'écologie, où Merlin n'est plus magicien, n'est plus le héros, mais il est la mémoire vive, si l'on veut, de cette terre, qui raconte comment le climat s'est dégradé depuis du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, et se fait le parangon de l'écologie, oui, si on veut bien, et qui passe le pouvoir non plus à des chevaliers, mais à des enfants qui sont le nouvel espoir pour changer les pratiques aujourd'hui, pour un avenir plus serein. En plus des textes sur Merlin et Perceval que vous venez de citer, il y a un texte dont vous aviez envie de parler aujourd'hui, c'est la version de Samivel du roman de Renard qui a été publié au milieu des années 1930. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce roman de Renard et puis surtout sur pourquoi est-ce que vous aimez particulièrement la version de Samivel ? Alors, le roman de Renard, c'est une satire sociale sous forme de fable animale qui a été composée par divers auteurs entre le XIIe et le XIIIe siècle. Le roman met en scène des animaux qui représentent des acteurs de la cour féodale, des rois, un roi, sénéchal, grand baron ou des dignitaires religieux, avec leurs prérogatives, mais surtout leurs défauts et leurs traits stéréotypiques. La plupart des récits tournent autour d'un goupil qui est nommé Renard, dont le souci premier est de se remplir la panse et de se jouer lorsque l'occasion se présente des autres personnages. Et l'un de ses souffre-douleurs favoris n'est autre que son oncle Isengrin, un loup-violon et affamé. Et Samivel se plaît à raconter les déboires d'Isengrin et les tours pendables de Renard dans des réécritures assez joyeuses qui prêtent à rire, plus tellement satiriques donc. Et ce que j'aime particulièrement de cet auteur, c'est sa grande connaissance non seulement des textes médiévaux, mais aussi des pratiques de réécriture. Somme toute, ces pratiques de réécriture sont assez similaires à celles des auteurs du Moyen-Âge. Il dira lui-même dans une interview qu'il prend la même liberté que les auteurs médiévaux, en prenant appui sur certains textes, en les utilisant comme base, et en ajoutant d'autres détails de sa création. Ce que j'aime aussi, c'est la langue qu'il utilise, puisqu'elle fait écho au roman versifié du Moyen-Âge, un aspect qui est la plupart du temps délaissé dans les récits réécrits. Est-ce que vous nous en lisez un extrait ? Très volontiers. À Malpertuis, dans l'âtre brille un grand flambard de feu flambant, et Renard, en ce pour les champs, fricasse avec ça de persil, ça de thym, ça de serpelet, pour ses renardeaux une anguille en petits morceaux. Dans l'ombre, l'horloge tic-tac. Dans la cheminée, le feu craque. À la porte, on a mis volet, et le haie de la poêle qui grésille monte un fumet de bonne aloi. Ah, vraiment, l'heureuse famille est que l'on est donc bien chez soi. Mais dans la forêt erre un triste air. Mais dans la forêt se traîne le loup. Tout perclus de coups, rongé de misère, le pauvre Isengrin va crever de faim. Quand un doux parfum de cuisine chatouille soudain sa narine, et le voilà qui frappe à lui du castel de Malpertuis. « Ah, bonjour, Renard, mon neveu, je suis venu pour te rendre visite. Ah, bonjour, Renard, mon neveu, je voudrais bien me chauffer à ton feu. »«
« Oncle Isengrin, quelle bonne surprise! Je suis si content de vous voir. »« Ouvre, beau neveu, la bise est froide ce soir. »« Impossible, mon cher oncle. »« Qu'est-ce que tu me racontes? La règle nous le défend? »« Quelle règle? Et depuis quand? »« La règle du monastère. Vous ne le saviez donc pas? Oui, maintenant je suis frère de l'ordre de Cucufa, et nous faisons pénitence chaque jour que Dieu fait en nous remplissant la panse de viande et de poissons frais. Renard, c'est la providence qui m'amène jusqu'ici. Je veux être moine aussi pour faire aussi pénitence. Très bien, mais d'abord il faut que vous portiez la tonsure. Attendez-moi là, je jure qu'elle sera sans défaut. Renard va quérir en quête de l'eau bouillante à son pot et la jette sur le crâne d'Isengrin qui fait un saut. Goupil, je n'ai plus de peau. Mais si, vous êtes le plus beau des frères laids, et pour mon compte, je me déclare satisfait. Il vous faut maintenant, bel oncle, pour être moine tout à fait et pouvoir entendre le prêche, aller cette nuit à la pêche pour la cuisine du couvent. Suivez-moi, je passe devant. Au milieu de l'étang, les vilains du hameau ont creusé dans la glace un trou pour puiser l'eau. Renard y va tout droit et s'empare du seau, qu'il attache à la queue de notre pauvre seau. Et maintenant, plongez dans l'eau cette machine. Vous allez prendre du poisson sans filet et sans hameçon. Pour moi, je vais prier sous quelques haies voisines. Quand vous sentirez un grand poids, mais d'ici là ne bougez pas et retenez bien votre haleine, c'est le signe que la cuve est pleine. Tirez-la sans plus de façon, vous prendrez d'un coup 20 poissons. Bonsoir, et que Saint-Urpin vous garde. Et que la malpeste te harde, ajoute Goupil déjà loin. Mais son oncle ne l'entend point. C'est un personnage qui est assez sournois, en fait, ce renard, chez Samivelle. Pas que chez Samivelle, c'est déjà le cas au Moyen-Âge. Mais par contre, c'est assez étonnant de voir un personnage aussi amoral qui ment sciemment et qui vole les biens d'autrui devenir le héros de livres pour enfants. Pourtant, c'est devenu quand même un incontournable dès le XIXe siècle, période durant laquelle le secteur pour la jeunesse puise dans les sources médiévales pour renouveler ses publications. Et peut-être qu'aussi, il a eu une bonne fortune grâce au développement de l'imagerie animale dans la littérature de jeunesse. Donc, des fables animales, quelle bonne aubaine pour développer de nouvelles histoires. Et finalement, on perçoit quand même un changement de tonalité au niveau des ruses de Renard. Ce qui était mystificateur et pernicieux au Moyen-Âge devient aujourd'hui plutôt amusant, rieur, enfantin. Et la violence des récits est atténuée par divers procédés, sans pour autant basculer dans l'édulcoration enfantine. Par exemple, on note des exagérations dans le personnage d'Isengrin, que ce soit dans son avidité ou dans sa méchanceté. Et du coup, le lecteur a plaisir à détester un tel personnage et on ressent que ce qui lui arrive comme mérité. Les mauvais tours sont parfois justifiés pour neutraliser tel ou tel acte. Et aussi, dans l'image, on a une forme d'atténuation de la violence, ou en tout cas qui concourt à la désamorcer. Par exemple, la perception de la douleur des animaux est escamotée, les situations sont rendues comiques avec l'anthropomorphisation des personnages, qui met à distance finalement la réalité des faits. Au fond, si on veut bien, Isengrin et Renard, c'est une sorte de Tom et Jerry médiévaux qui passent leur temps à se battre et à se chasser, mais pour qui on ressent de la sympathie et pas tellement cette notion de violence. Et finalement, les passages les plus problématiques, par exemple ceux qui ont trait à la sexualité, ceux-là sont supprimés ou ne sont simplement pas utilisés dans les réécritures. On va plutôt favoriser les épisodes de quête de nourriture ou de ruse. Et en fait, on a aussi plaisir en tant que lecteur à voir venir ce qui va se passer pour ce pauvre Isengrin. Oui, c'est le motif du trompeur trompé, finalement, qui est aussi très présent au Moyen-Âge et qui est repris pour notre plus grand plaisir dans les réécritures, pas seulement pour enfants, également pour la littérature générale ou pour les adultes. Merci à Hélène Cordier, assistante diplômée de la section de français et coordinatrice du Centre d'études médiévales et post-médiévales de l'UNIL pour sa disponibilité. Et merci à vous d'avoir écouté cet entretien. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast avec une chercheuse ou un chercheur de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Salut!